À la une de ce journal, la fin à Kigali des travaux techniques de la première grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Rwanda. Les projets d'accord peaufinés par les experts des deux pays seront soumis à la session ministérielle prévue demain lundi. Actualité sur le théâtre des opérations. Les femmes ont infligé ce matin de lourdes pertes aux groupes armés terroristes à Moudja. Ils tentaient d'attaquer le camp et la ville. Vous le verrez, la réaction des forces armées maliennes a été vigoureuse. La région de Sikasso abrite de nombreux trésors culturels et historiques, parmi lesquels la colline du Mamelon, symbole fort de l'histoire du royaume du Kénédougou. Gros plan ce soir sur ce site classé patrimoine national, mais peu connu des Maliens. L'invité de ce 20h week-end est le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdul Kassim Ibrahim Fomba nous parlera du programme intitulé « À l'école de la citoyenneté ». Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reviens vers vous tout à l'heure. Très bien. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Préparatif de la première grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Rwanda. Les experts des deux pays ont achevé à Kigali leurs travaux. Les 48 heures d'échange ont permis aux deux parties de peaufiner les textes devant servir de projet d'accord entre le Mali et le Rwanda. Des documents qui seront signés demain lundi au cours d'une session ministérielle. Ils concernent quasiment tous les domaines de développement. Le point avec nos envoyés spéciaux à Kigali, Mohamed Diarra et Tayeb Adjaouyakoué. Ils sont à la base des grandes décisions attendues à l'issue de cette première grande commission mixte de coopération au Rwanda-Mali. Les experts d'une bonne dizaine de départements ministériels du Mali et du Rwanda ont accordé leur violence sur les différentes propositions d'accords de coopération et autres documents qui seront adoptés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Des accords tous mutuellement avantageux pour les peuples des deux pays. Nos échanges ont été marqués par un esprit de partenariat et de compréhension mutuelle, témoignant de notre volonté commune de construire un avenir meilleur pour nos deux peuples. Nous avons également posé des fondations d'une collaboration future, fructueuse. Les liens que nous avons tissés et les idées que nous avons partagées serviront de notre solide coopération sur laquelle nous bâtirons des actions concrètes et durables pour un avenir meilleur pour nos deux peuples. En attendant la session ministérielle qui s'ouvre ce lundi, déjà un sentiment de travail bien fait se dégage des deux côtés. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement eu égard à l'engagement de nos deux gouvernements et de nos peuples à consolider et renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines tels que la défense et la sécurité, la justice, l'économie et les finances, les infrastructures et le transport, le commerce, le développement agricole, le secteur minier et énergétique, l'enseignement, la santé. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus témoignent de notre détermination commune à faire de notre coopération bilatérale un exemple réussi de coopération sud-sud pour le bonheur de nos deux peuples. Les travaux de 2 jours se sont déroulés conformément aux orientations stratégiques des dirigeants des deux pays, le tout dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop co-préside donc demain lundi les travaux de la première grande commission mixte Rwanda-Mali. En marge de ce rendez-vous important, le chef de la diplomatie malienne a reçu les membres de la Jeune Chambre internationale pour le mandat 2024. Ils étaient invités à Kigali à prendre part à la conférence des zones de l'Afrique et du Moyen-Orient. Modi Bouba, président national de la Jeune Chambre internationale, a rendu compte au ministre des conclusions de leur rencontre. Le ministre Diop les a félicités et encouragés dans cette dynamique de promotion de la jeunesse. Dans un communiqué déposé à la rédaction, c'est avec une profonde douleur que le gouvernement de la transition a appris le décès de Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du Conseil national de transition, ancien député à l'Assemblée nationale élu à Gao, survenu ce samedi 25 mai 2024 en Tunisie,
En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et du peuple malien, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à ses camarades politiques ainsi qu'au président et aux membres du Conseil national de la transition. Le gouvernement de la transition rend un vibrant hommage à Assarid Ag Imbarkawan qui a servi inlassablement le Mali et a été une des grandes figures politiques de notre pays. Le gouvernement et le peuple malien saluent la mémoire de l'illustre disparu et prie pour le repos éternel de son âme. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Et nous ouvrons à présent une large page consacrée à l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Ce matin, les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque à Mourdja en infligeant de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. Boubacar Bablé Touré nous livre ici les détails contenus dans le communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce dimanche 26 mai 2024, aux environs de 5h40 du matin, des combattants de la Katiba Massina ont mené une attaque avec utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre le poste de Fama de Mourdja, région de Nara. La prompte réaction et sans répit des Fama a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles aux terroristes. Le bilan fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et les matériels suivants récupérés. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes de LRAC, 9 motos, 3 radios talkie-walkie et divers matériels, boîtes chargeurs de PKM, chargeurs PM, beaucoup de munitions. Du côté des FAMA, on déplore malheureusement 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fractions des obus et véhicules kamikazes. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des frères d'armes tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation ainsi que la destruction des refuges terroristes continuent sur toute l'étendue du territoire national. Unis, nous vaincrons. Ne manquez pas dans Défense citoyenne ce soir dans nos programmes pour apprécier donc en exclusivité les images de cette opération des FAMA à Mourdja. Ce sera avec Abdoulaye Assako en collaboration avec la DIRPA. Alors, dans le nord-ouest de Douaza également, ont été démantelées donc des bases terroristes par les FAMA. On note aussi des opérations avec succès dans le secteur de Djéné et dans la région de Ménaka. Voyons tout cela avec Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes ont effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai 2024 dans la zone de Saï, région de Ségou. Au cours de cette patrouille, des terroristes dans la débandade ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Il s'agit de 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses 2.7 mm, 6 mitrailleuses tirant 6.62 mm, 25 carabines chinoises, une roquette SPG-9, 340 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs, 80 munitions de 14.5 mm. Par ailleurs, une autre patrouille des FAMA a mené une opération à Kersani, région de Douanzan, où une base terroriste avec un atelier de confection d'engins explosifs improvisés a été détruite et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, un lot de matériel de guerre composé d'une mitrailleuse 14.5 mm, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios talkie-walkie ont été récupérés et 3 motos détruites. À la même date, à Inaraban, région de Ménaka, une patrouille a mené une opération contre un groupe au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et 8 motos détruites. Les FAMA ont également effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talatay, Inaraban, In-Azim. Une filature et reconnaissance approfondie ont confirmé la présence des terroristes dans le secteur ouest de Talatay où une activité d'élevage intense a été observée.
À 28 km au sud de Talatay, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire des motos et autres moyens de combat. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction des refuges continuent partout sur le territoire national. Vous l'aurez compris, c'était là donc une série de patrouilles menées par les FAMA un peu partout sur le territoire national. Et nous revenons à présent sur le démantèlement d'une base terroriste, notamment dans la région de Douentza. Et c'est toujours avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA poursuivent inéluctablement les opérations de sécurisation de toutes les voies de ravitaillement des populations conformément à leur mission de protection et à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Du 23 au 24 mai 2024, une patrouille FAMA à reconnaissance offensive à Karsani et environ à 53 km au nord-ouest de Douentza a démantelé une base terroriste avec un atelier de confection d'engins explosifs improvisés et neutralisé 10 terroristes puis récupérer une mitrailleuse 14.5, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios, 3 motos détruites sur place. Le 24 mai 2024, également une mission de destruction sur place a neutralisé un EI à Nyama et Balé à 5 km à l'est de Djéné. Au cours de la même opération, un détachement FAMA en reconnaissance offensive a neutralisé à 7 km au nord-ouest de Djéné un terroriste et saisi 3 motos. Aussi le 24 mai 2024, suite à une reconnaissance offensive dans le secteur d'Inaraban, les FAMA ont récupéré 3 motos et un tricycle. Le 25 mai 2024, sur le chemin de retour d'Inaraban, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste à 45 km de Menaka sur le chemin du retour, faisant côté ami 3 blessés et côté ennemi 2 terroristes neutralisés. Des investigations sont en cours pour confirmer ou non la mort d'un chef de l'IGS au cours de cette embuscade. Par ailleurs, un pick-up ennemi équipé de 12.7 a été détruit. Le même 25 mai 2024, une patrouille FAMA de Gao a conduit des opérations d'opportunité et a neutralisé 5 terroristes et récupéré un Toyota Hilux, un PM, une boîte chargeur garnie, 2 radios Tolki, un support 12.7 mm, 2 motos à 3 roues, 2 propulseurs LRAC et quelques munitions et effets militaires. L'état-major général des armées se félicite des résultats engagés sur le terrain et apporte son soutien indéfectible aux FAMA sur tous les théâtres des opérations. Par ailleurs, l'état-major général des armées magnifie le soutien des populations et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes restent la priorité des FAMA. Vous l'aurez donc compris, une série d'opérations et de patrouilles des FAMA qui sont menées donc sur l'ensemble du territoire national. Et c'est dans ce contexte que le commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Moussa Ongoiba, a rendu une visite de terrain donc aux hommes à Kita. Objectif, s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes. Son constat dans ce reportage signé Mahamadi Alioubari. Au cours de la rencontre du commandant de la zone de défense numéro 4 de la région de Kayi, le colonel Moussa Angoiba, avec les troupes des différentes forces de défense et de sécurité de la nouvelle région de Kita, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire actuelle de la région, mais aussi les difficultés auxquelles les éléments font face dans l'exécution de leur mission régalienne. La cohésion entre les forces de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quoi? La bonne coopération avec la population que vous êtes censé sécuriser. C'est extrêmement important. Si ces 2 points sont gagnés, 80% de la mission sera accomplie, sans doute. Le gouverneur de la région de Kita, dans son adresse, a réitéré aux visiteurs du jour l'engagement et la détermination sans faille des éléments de sa région à relever le défi sécuritaire de Kita et ses environnants. C'est l'occasion pour nous, pour toutes les forces de défense et de sécurité de Kita, d'exprimer leur satisfaction, mais aussi d'exposer les différentes difficultés auxquelles des solutions et des propositions de solutions ont été apportées. Et nous sommes aujourd'hui convaincus que la lancée dans laquelle nous sommes, c'est une nouvelle phase
de renforcement de la sécurisation de la région de Kita. La visite a pris fin par une rencontre sécuritaire au gouvernorat de Kita entre les forces de défense et de sécurité de la région et la mission du colonel Moussa Angoïba. Au centre des échanges, le retour définitif d'une paix durable, de la stabilité dans la région et la bonne collaboration entre l'armée et sa population. À Ségou, une grande patrouille pour la sécurisation des personnes et leurs biens est lancée par la police. Elle vise les bandits et autres personnes mal intentionnées. Cette patrouille est effectuée en ville et sur les trajets de voyage. Fousseini Samake et Issaba. Cette patrouille de grande envergure initiée par la direction régionale de la police de Ségou vise à sécuriser les personnes et leurs biens en cette approche de la fête de Tabaski. Vous savez, nos unités de police depuis belle lurette reçoivent beaucoup de déclarations de vol. Et nous nous sommes dit que les fêtes sont toujours l'occasion pour les délinquants de toutes sortes de procéder à des forfaits. Donc nous voulons nous inscrire dans cette logique-là pour anticiper, pour que la population ségovienne puisse vaguer à ses occupations. Donc ces opérations de patrouille de 3 semaines s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation de la ville, notamment avec la libre circulation des personnes et de protéger les biens aussi de ces personnes-là. La police a voulu organiser cette patrouille de grande envergure afin de permettre à cette population de la région de Ségou de bien vaguer à leurs activités. Cela revient notre ambition de tous les jours, voilà, parce que les forces de défense et les forces de sécurité travaillent en collaboration. En étroite collaboration. En sillonnant la ville de Ségou, les différentes équipes ont constaté pas mal d'infractions, surtout dans la circulation. Oui, je sais, là. Honnêtement, je suis en infraction. Sans phare, sans papier. Dès demain, je me mettrai en règle pour ma sécurité et celle des autres. Alors, si déjà l'acte se passe dans les règles de l'art, ça vraiment je l'apprécie beaucoup. Et là, quelque part, ça met en confiance la population. Parce que déjà, avec ça, les gens penseront que oui, les forces de l'ordre sont là pour eux. C'est déjà un acte appréciable. En tout cas, cette initiative de la police est bien appréciée par les populations de Ségou qui se sont engagées à accompagner les forces de l'ordre pour barrer la route aux individus mal intentionnés. Pour être tout à fait complet sur la situation sécuritaire dans le pays, à suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité autour du thème qui porte donc sur le rôle des comités consultatifs de sécurité dans la gouvernance inclusive de sécurité. Question d'actualité, une animation en langue officielle Bamanakan, animée donc par Koke Kone, à suivre après Défense citoyenne. On en vient à l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons ce soir le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Encore une fois, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En suivant l'action des femmes sur le terrain, je lisais tout à l'heure l'émotion sur votre visage. Oui, parce que déjà, merci déjà pour cette invitation à être ici. Mais c'est un travail remarquable qui se passe aujourd'hui. Je pense que le travail que les femmes sont en train de faire, ça ne fait que renforcer la confiance aujourd'hui de la population envers nos forces armées maliennes. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui face à une situation où nous constatons agréablement la nécessité, l'importance et ce travail remarquable que les forces armées sont en train de faire pour toute la population. Et nous les encourageons pour cela. Et voilà, c'est ce que merci, monsieur le ministre. Vous êtes là pour parler autre chose, pas des femmes. On va suivre d'abord un reportage. Hier, vous avez lancé ici à Bamako un programme intitulé « À l'école de la citoyenneté ». Il s'agit de former des jeunes sur des questions liées au civisme et aux valeurs ancestrales de notre pays. Les participants viennent de toutes les régions et du district de Bamako. On en sait davantage avec Sokona Kamisoko. C'est par l'exécution du l'hymne national que cette formation sur la citoyenneté a été lancée. Elle concerne 200 jeunes venus des régions et du district de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme intitulé « À l'école de la citoyenneté ». Ce programme vise à inculquer aux jeunes les valeurs et les principes fondamentaux de notre société. Nous visons à fournir à nos jeunes
les outils nécessaires pour devenir des citoyens responsables, respectueux de leur patrimoine culturel et soucieux de leur environnement, en cultivant un sentiment d'appartenance et de fierté pour leur pays. Nous espérons forger une société plus juste, plus unie et plus prospère pour tous. Le programme va enseigner aux jeunes les multiples facettes de la citoyenneté et du civisme. Il sera aussi question de nos valeurs ancestrales, de l'histoire et de la géographie du Mali. Nous avons aujourd'hui une initiative heureuse du ministère chargé de l'instruction civique et de la conscience citoyenne d'amener une première cohorte des jeunes à l'école de la citoyenneté. Leur apprendre qui nous sommes, nous Maliens, quelle est notre histoire, quelle est notre culture, nos valeurs, quels sont nos principes de vie qui doivent nous guider. Un pays sans sa jeunesse n'ira nulle part, tout comme aussi une jeunesse sans les valeurs éducatives, les valeurs morales, civiques, les valeurs sociétales, traditionnelles et républicaines, ce pays n'ira nulle part. Donc avec ce programme, il met au cœur les valeurs au niveau de la couche la plus sensible et la plus importante. Le programme à l'école de la citoyenneté est une première au Mali. Un programme qui dure 15 jours et regroupe les jeunes venus des régions et du district de Bamako. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Est-ce que nous faisons face aujourd'hui à une crise de citoyenneté, de civisme au Mali? D'abord, ce qui a motivé, honnêtement, c'est cette vision du patriotisme qu'a insufflé aujourd'hui nos plus hautes autorités, et d'abord le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La deuxième chose, c'est que nous devons, dans le cadre de notre département, en charge de la citoyenneté, la construction citoyenne et de l'instruction civique, de former les jeunes. Je ne dirais pas seulement les jeunes de demain, mais les jeunes d'aujourd'hui, qui aujourd'hui ont la charge, et demain également, de prendre en main les destinées de leur pays. Donc ça, ce sont les premières motivations aujourd'hui par rapport à ce programme de l'école à l'école de la citoyenneté. Mais au-delà de cela, c'est également un programme qui est là pour encadrer les jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui, à chaque fois que nous allons dans les localités, dans nos tournées, dans nos rencontres avec nos aînés, ils nous disent toujours, les jeunes, vous avez perdu vos valeurs. Les jeunes, vous ne nous respectez plus. Les jeunes, vous ne faites plus les choses comme avant. Donc il est important que ces jeunes sachent d'abord c'était quoi ces valeurs-là. Et aujourd'hui de voir comment contextualiser tout cela dans le cadre de la construction de notre pays. Et parlons de ce programme proprement dit, à l'école de la citoyenneté. Vous créez une école pour enseigner les bonnes pratiques de citoyenneté, c'est ça? Oh, c'est une sauce un peu plus compliquée. Il s'agit d'avoir une bonne dose de citoyenneté. Comment Cette bonne dose, c'est d'abord de pouvoir expliquer l'engagement de ces jeunes-là aujourd'hui dans le cadre de la construction de leur société. Mais aussi le respect des lois et des institutions qui garantissent aujourd'hui non seulement nos droits et nos libertés, mais également il y a également une bonne dose de civisme. Vous savez, le civisme, c'est ce qui maintient notre société unie aujourd'hui. C'est le respect de toutes ces règles de vie en communauté, mais également cette solidarité que nous devons avoir l'un envers l'autre. Nous voulons enseigner cela, et cela est important. L'autre point, c'est par rapport à nos traditions ancestrales. C'est vraiment le socle de notre identité nationale. Nous avons besoin de le connaître pour nous projeter. Si nous voulons construire quelque chose, il nous faut savoir avant comment ça fonctionnait pour pouvoir mieux bâtir le futur. Mais comment, dans la pratique, ce programme sera mis en œuvre? Il y a plusieurs choses en même temps. Nous avons des formations un peu plus académiques, il y a des chants, il y a des récits, il y a des contes. Nous allons faire venir des personnalités qui ont une grande connaissance approfondie, pas seulement de Bamako. Chacune des régions présentes vont envoyer un conteur de leur localité autour des feux de camp qui vont leur apprendre comment les choses fonctionnaient avant. Mais au-delà de cela, il y a également des formations plus académiques pour leur permettre de mieux comprendre, de mieux s'approprier cette question de citoyenneté, de civisme. Mais au-delà de cela, il y a des visites de sites. Il y a des sites historiques où ils ont besoin d'aller, de connaître. Parce qu'en fait,
il nous faut allier la théorie à la pratique. Et cela est important. Sinon, l'appropriation va être extrêmement difficile. Et c'est pour cela que cette sortie, d'aller vers ces sites-là, de comprendre, de se côtoyer à d'autres personnes sur le terrain, vont permettre à ces jeunes-là de pouvoir mieux s'approprier cette école de la citoyenneté. Vous dites que ce programme est également une invite à renouveler notre engagement envers notre patrie. C'est comme un contrat social que vous voulez instituer, monsieur le ministre? Il faut un contrat social. Vous savez, la société est régie par un contrat social. Aujourd'hui, la Constitution, c'est un contrat social. Nous devons avoir des nouveaux engagements au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, à un moment donné de l'histoire, s'est mutée. Cette mutation, il nous faut la prendre en main. Faire comprendre à cette jeunesse-là que tout ne peut pas se régler qu'avec la force. Nous avons besoin de créer une harmonie dans la société pour pouvoir reconstruire notre pays. Aujourd'hui, cette école de la citoyenneté, cette cohorte de 200 jeunes, ne se limite pas à cette formation-là. Parce que la formation, elle est continue désormais. La première cohorte de 200 sort, ils sont immédiatement mis à la disposition d'un autre ensemble que nous avons mis en place auprès des collectivités. Une autre cohorte rentre et c'est continu pendant toute l'année. Et nous avons besoin d'avoir justement des acteurs qui viennent se former, s'imprégner et mettre en œuvre. Et tout cela a un coût, monsieur le ministre, non? Nous avons cassé les coûts. Vous savez, nous, notre département, depuis le départ, nous avons travaillé sur nos coûts. Il y a beaucoup de choses que nous dépensions d'une certaine manière, nous les avons retravaillés. À ce stade aujourd'hui, ils ne sont pas dans un hôtel 5 étoiles. Hein. J'imagine que vous devez peut-être l'imaginer. Ils sont dans un cadre simple, où eux-mêmes, nous avons simplifié les choses. Eux-mêmes, ils vont laver leurs propres avis. Parce que ça fait partie aussi de la formation. Le pouvoir d'être au service. C'est eux-mêmes qui nettoient. Hein, que ce soit dans leur environnement ou à l'extérieur, c'est eux-mêmes qui nettoient. Ils vont planter des arbres, ils vont nettoyer leur environnement. Donc, on a essayé de réduire les coûts, de ne pas mettre des prestataires autour et de pousser les jeunes eux-mêmes à comprendre qu'ils peuvent faire certaines choses sans pour autant qu'on puisse avoir soit certains appuis qu'on faisait avant. Donc, ils peuvent le faire de façon... Comment se fait la sélection de ces jeunes? Alors, cette sélection, elle a été faite d'abord au niveau des régions. C'était la première identification, c'est faite à travers des jeunes qui sont investis dans leur localité, qui sont identifiés par certains acteurs comme étant des jeunes qui aujourd'hui s'approprient et essayent d'apporter des changements positifs dans leur localité. Et ils ont été sélectionnés par... Mais en réalité, on a pris 200, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a beaucoup plus que 200 jeunes, après, compte tenu de certaines circonstances. Mais la prochaine cohorte, ces acteurs-là vont intégrer et ainsi de suite. Donc, en fonction de la demande qui va être faite et du profil des jeunes, nous allons nous assurer d'avoir vraiment des acteurs aujourd'hui qui peuvent être utiles dans leur communauté. Il nous faut créer une masse critique. Cette masse critique de jeunes qui sont aujourd'hui conscients qu'ils doivent apporter un changement et qu'ils ne sont pas juste là pour... avoir cette perception de jeunes qui sont là pour perturber seulement. Monsieur le ministre, le temps n'est pas notre meilleur allié sur ce plateau. Qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui aux Maliens et précisément à la jeunesse? Aujourd'hui, je pense que, à l'image des FAMA, nous devons rester engagés, unis et déterminés face à la situation et une nouvelle perspective directive dans notre pays. Nous avons besoin aujourd'hui d'une jeunesse beaucoup plus engagée, citoyenne, une jeunesse qui comprend les enjeux, une jeunesse qui est engagée et qui veut apporter des changements positifs, et une jeunesse qui aujourd'hui peut se donner la main pour essayer de construire et d'avancer. Il y a toujours des difficultés, mais ces difficultés-là, nous devons trouver le moyen d'échanger et d'avancer. Et cela, aujourd'hui, nous en avons besoin. Dans les grandes réformes, dans les grands pays, c'est toujours la jeunesse qui prend en main, qui s'approprie les réformes et qui essaie de mettre ces réformes-là en œuvre. Nous avons la chance aujourd'hui que les autorités ont tracé un chemin. Les jeunes doivent s'approprier ces réformes-là et être là pour la mise en œuvre de ces réformes. Voilà l'appel que je peux lancer au niveau de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur le ministre, encore une fois d'être passé par là. Également dans l'actualité, la visite du ministre de l'Agriculture et de l'ambassadeur de Chine au Mali dans un champ pilote de riz. C'est dans le cadre de la coopération agricole sino-malienne. Les résultats sont jugés impressionnants avec une production de riz estimée à 9 tonnes par hectare, soit le double du rendement moyen local. Abdul Karim Kaba nous en dit plus. En unissant nos efforts et en partageant nos connaissances, nous générons les bases d'une croissance agricole durable et prospère, bénéfique
pour les générations futures. Cette phrase du chef de mission du projet d'assistance technique à l'agriculture au Mali PATAM témoigne de l'excellence de la coopération sino-malienne. Depuis le début du projet, de nombreux progrès ont été réalisés, à savoir la conduite des essais sur 91 variétés, 72 sessions de formation agricole organisées permettant de former environ 1600 personnes, des démonstrations de culture de riz et de maïs à haut rendement ont été mises en place, d'où cette cérémonie de récolte et d'évaluation de production du riz à haut rendement à Sundunguba. Nous avons organisé 72 sessions de formation technique et de démonstration sur le terrain, couvrant divers aspects tels que le riz, le maïs, le coton, les légumes et la machinerie agricole, adoptant une approche sortir du centre et invité au centre. Nous avons formé au total 1579 agriculteurs, étudiants, élèves, techniciens agricoles et responsables locaux. Ces formations ont félicité l'échange de connaissances entre nos deux pays, améliorant ainsi les pratiques agricoles traditionnelles. Des techniques chinoises en matière de riz, de la semence aux graines, la mécanisation, le ministre Dambélé a eu des explications très nourries. Ces techniques, une fois assimilées, aideront beaucoup les agriculteurs maliens. La Chine entend continuer à soutenir fermement le Mali pour mieux faire face aux défis de sécurité alimentaire et à travailler main dans la main avec lui dans la promotion de la construction d'une communauté d'avenir partagée. La coopération sino-malienne à travers ce projet montre à suffisance le bon rendement des agriculteurs maliens. Le secteur agricole est vital pour notre pays. C'est pourquoi nous avons obligation de faire de ce secteur une source d'espoir pour nos populations rurales, une source de prospérité, de création d'emplois et de richesses en adoptant des techniques agricoles modernes, efficaces et efficientes. Lancé en octobre 2022, le projet d'assistance technique à l'agriculture au Mali PATAM a pour objet de renforcer l'amitié entre la République populaire de Chine et la République du Mali, afin d'améliorer la sécurité alimentaire nationale du Mali. Plus de 300 000 personnes du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. Et en visite donc de terrain, le ministre de l'élevage et de la pêche apprécie l'impact du PADEL-M sur la population. Il s'est rendu notamment dans les fermes des 4 bénéficiaires dans les régions de Koulikoro et de Ségou. Un déplacement suivi par Seydou Traoré et Abdoul Salam Bambara. Le périple ministériel a débuté par la visite de la société coopérative Banya Yiriwaton à Kassela. Cette coopérative spécialisée dans la collecte et la vente de lait a une capacité de production journalière de 3500 litres. Bénéficiaire du financement du projet PADEL-M, la coopérative est confrontée à une mévente. Toujours à Kassela, le ministre et sa délégation se sont rendus à la ferme de Omar Diallo. M. Diallo a bénéficié d'une formation en champ-école et d'un financement de ses activités dans le cadre du projet PADEL-M. Selon lui, son exploitation a connu une croissance remarquable. Grâce au ministère de l'élevage et le projet PADEL, j'ai eu un hangar et beaucoup d'autres appuis. Je salue les responsables du projet car j'ai bénéficié de la formation, de la subvention qui ont permis d'améliorer mes capacités de production. À Ségou, Suleiman Traoré, bénéficiaire du projet à Banankoro, exprime sa satisfaction quant à l'accompagnement reçu de la part du PADEL-M. Avec un investissement de 170 millions de francs CFA, aujourd'hui, il témoigne l'apport considérable du projet. Nous sommes à notre première rotation avec 100 têtes. À terme, c'est pour aller à 1000 têtes par rotation. Donc déjà à 100 têtes, nous sommes sûrs de rembourser la banque dans l'intervalle de 2 ans et demi, et aussi de faire des bénéfices substantiels. Le ministre, visiblement satisfait de ce qu'il a vu, a tenu à féliciter l'équipe de PADEL-M pour les résultats remarquables obtenus. Il a également réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre son soutien au secteur de l'élevage, pilier essentiel de l'économie malienne. Nous avons vu des acteurs très engagés à Kassela et cet après-midi à Ségou. Et au niveau de Kassela, c'est vrai que
nous avons vu une prouesse. Vraiment, c'est la prouesse depuis qu'on a commencé à aller dans les différentes régions. Le record était au niveau de Koutiala. Aujourd'hui, c'est Kassela, 35 litres par 24 heures. On dit à la région de Ségou, bon courage, et on dit aussi aux acteurs, aux techniciens qui sont au niveau du PADEL de réfléchir encore sur les voies et moyens pour intensifier ce qui a été fait de 2018 à 2024. Ce qui est plus important pour nous, c'est d'abord l'engagement et la détermination de ces jeunes à prendre en main leur destin. Parce que c'est ça qui est important. On a vu des jeunes qui ont laissé d'autres activités pour venir s'occuper de l'élevage. Le projet PADEL-M prend fin officiellement en juin prochain. Œuvre sociale du président de la transition, 2 écoles du cercle de Sikasso viennent de bénéficier de châteaux d'eau. Une action présidentielle fortement saluée par les bénéficiaires Moustapha Doumbouya et Daouda Konaté. C'est l'école fondamentale de Kwanzan Sodjoula, à une quinzaine de kilomètres de Sikasso, qui bénéficie du 353e château d'eau offert dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Un château de 5 mètres cubes heure, tout comme celui de Bankoni 2e cycle, qui bénéficie du 354e forage. Nous avons toujours en mémoire les tracas et les souffrances de nos élèves pour obtenir de l'eau, juste pour nettoyer les tableaux. Mais surtout, la chute d'un de nos élèves dans un puits, simplement pour avoir de l'eau pour le nettoyage du tableau de sa classe. Grâce à Dieu, ce jour, il y a eu plus de peur que de mal. Il en est sorti indemne. L'inauguration des 2 châteaux est précédée de celle des 3 autres dans le cercle de Kadiolo. Des dons du président de la transition, salués à leur juste valeur par l'exécutif régional. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour ses initiatives. Les écoles et les centres de santé sont prioritaires en matière de forage à travers les œuvres sociales parce que nos bâtisseurs de demain sont formés à l'école. Le Mali d'Inkoura est formé à l'école. Eux, dans les centres de santé, on sait que le premier médicament, c'est l'eau. Il l'a compris et il veut matérialiser cette compréhension. Le président Assimi fera tout son possible pour que les Maliens aient moins de difficultés dans tous les domaines. L'inauguration du château de l'école de Bankoni est le cadre indiqué pour le comité de gestion scolaire pour offrir un cadeau destiné au président de la transition. La fête des mères célébrée au Mali, à la Cité des Enfants, les moments sont magnifiés par les tout-petits, cela à travers des messages de reconnaissance, des sketchs ou encore des chorégraphies. Almouzer Al-Kamisa Yatara pour les détails. L'émotion était grande à la Cité des Enfants ce samedi 25 mai, fête des mères, un moment pour rendre hommage aux mamans du monde, mais aussi de rendre un vibrant hommage à nos vaillants soldats tombés sur les champs de l'honneur. Cette cérémonie est initiée pour rendre hommage à nos mamans, à nos mères. C'est pour célébrer la femme, pilier de l'humanité, celle qui donne la vie en risquant sa propre vie. Les enfants ont tenu également le public en haleine avec des poésies, des sketchs, des chorégraphies et surtout avec des messages d'encouragement aux femmes. J'exhorte les jeunes mamans ici présentes à redoubler d'efforts et de vigilance car le rôle d'une mère n'est pas aisé, surtout que le monde est devenu un village interplanétaire. La commémoration de la fête des mères à la Cité des Enfants a été marquée aussi par une compétition. Elle visait à magnifier les mamans. À l'issue de ce concours, le jury a retenu premier Pagnari Konaté de Kati, deuxième Papillon de Kampara et troisième Espoir de Demain. Je remercie tout d'abord le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour tous les efforts consentis pour nous, les femmes veuves des militaires. Je ne peux que remercier les organisateurs d'avoir pensé à nous en ce jour de fête de mères. Que Dieu nous montre pour l'année prochaine. La fête des mères a été dédiée aux veuves des militaires tombés sur les champs de l'honneur.
L'ORTM et Anka Communication rendent hommage à Oumou Diarra, dite Djema. Cela à travers la relance de l'émission Causerie Débat intitulée Anka Barosigi. C'était aussi l'occasion pour le public de découvrir la nouvelle présentatrice de l'émission, Diarra, Khadija Sidibé. Elle a animé son premier numéro autour du thème La polygamie. Baraki Sawatara et Abou Kone étaient également présents. La polygamie, c'est sur cette épineuse thématique que la nouvelle présentatrice de la causerie débat Anka Barosigi s'est essayée pour son baptême de feu. Le coup d'essai a été un véritable coup de maître. Les attentes ont été comblées. C'est une bonne initiative. À chaque émission, ça va nous faire rappeler Tanti Oumou Diarra, paix à son âme. Et ça va donner aussi du courage à beaucoup de femmes de se mettre sur le bon chemin. Je peux dire que ça a été une vraie réussite. Le public a vraiment aimé le spectacle. Et je continuerai toujours ainsi, sur cette lancée. S'il y a des défauts, je suis ouverte, je serai toujours ouverte et disponible à toute critique. En relançant cette émission, Anka Communication et l'ORTM rendent hommage à Oumou Diarra Djema, comme pour dire que la mort engloutit l'homme, mais pas son nom et sa réputation. Elle nous a laissé une école que nous devons pérenniser au bénéfice de tout le monde. C'est ce qui nous a poussé à demander auprès de l'ORTM la relance de l'émission avec une nouvelle personne. Cette mission qu'elle vient d'entamer n'est pas du tout facile. Il faudra l'accompagnement de tout un chacun pour qu'elle y arrive. Je demande surtout d'être indulgent avec elle car elle est à son début. Au fil du temps, elle s'améliorera davantage. Après ce premier numéro, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué le courage de la nouvelle présentatrice et demeure convaincue qu'elle emboîte bien les pas de sa prédécesseur. Qui parle de famille au Mali, parle de valeurs sociales, parle de construction. Et elle a bien voulu commencer cela à la place de Oumou. Je pense qu'elle pourra relever les grands défis. Mais après ce qu'on a vu aujourd'hui en termes d'introduction, je demeure très très confiante qu'elle pourra sensibiliser ces jeunes, ces enfants maliens à se référer aux valeurs sociétales du Mali. Cette nouvelle aventure s'annonce donc prometteuse pour Mme Diarra Khadija Sidibé. Elle s'est entourée de personnes de ressources pour pouvoir continuer la mission que s'était fixée Oumou Diarra, celle de consolider les mariages. Hier, 25 mai, était célébrée la Journée de l'Afrique. L'événement a été magnifié par une soirée culturelle organisée par des diplomates africains au Mali. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le ministre en charge de l'intégration africaine. Mohamed Sangaré, reportage. L'ouverture de cette soirée culturelle, organisée par les corps diplomatiques accrédités au Mali, a été marquée par l'exécution des hymnes nationaux du Mali et de l'Afrique. C'était vraiment célèbre la journée de l'Afrique en commémoration de la signature de l'accord de l'Organisation de l'Unité africaine OUA le 25 mai 1963 qui regroupait 32 pays et est devenu en 2002 l'Union africaine. Les autorités maliennes ainsi que des amis et collaborateurs présents dans notre pays ont participé à cette commémoration. La doyenne du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Mali a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel. Faisons de l'agenda 2063 notre boussole, une sorte de leitmotiv pour nos actions contributives à l'effort continental en soutenant les plus hautes autorités de nos États respectifs. Le président du groupe des ambassadeurs autorisés au Mali a expliqué en détail les objectifs de l'organisation africaine. Il a également salué la tenue de cette soirée qui contribue à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les pays africains. Quant au ministre Moussa Ag Ataher, chargé de l'intégration africaine, il a souligné l'engagement du Mali en faveur de l'intégration. La vision malienne de l'intégration africaine, qui reste profondément ancrée dans l'esprit panafricaniste, est clairement exprimée dans sa politique nationale en matière d'intégration africaine. Cette vision est celle d'une Afrique sans frontières, politiquement unie, formant un seul et unique corps, économique et social, où les citoyens libres et solidaires circulent comme le sang dans le corps humain, échangeant et agissant de concert pour le bonheur
la prospérité et la bonne santé du corps continent. Cette journée commémorative s'est terminée par la visite des stands et les pays de l'Union africaine présents au Mali ont tous fait découvrir leur culture à travers l'artisanat et la gastronomie. La page culture de ce 20h week-end nous conduit dans la région de Sikasso qui abrite de nombreux trésors culturels et historiques, parmi lesquels la colline du Mamelon, symbole fort de l'histoire du royaume du Kénédougou. Le site est classé patrimoine national et figure sur la liste indicative de l'UNESCO pour son potentiel touristique et sa richesse culturelle. Allons à la découverte de ce trésor culturel dont l'histoire reste aujourd'hui peu connue des Maliens. Moussokoro Sereme, Souleymane Bamba. Il a la forme d'une pyramide de par son architecture unique et s'impose par sa taille d'environ 30 mètres de hauteur. Majestueusement bâti en plein centre-ville de Sikasso, telle une couronne sur la tête d'un roi, le Mamelon ou Famakoulou est une colline artificielle des années 1877 qui donne un aperçu sur l'ensemble de la ville de Sikasso. Bien plus qu'une simple élévation géographique, ce lieu symbolique représentait un abri fétiche des rois Tcheba et Babemba Traoré et est étroitement lié à l'histoire du royaume du Kénédougou. C'était une petite colline que Tcheba a renforcée. Donc il y avait 4 zones distinctes sur le Mamelon. D'abord, comme c'était une butte qui existait, donc c'était utilisé comme un bois sacré où un génie protecteur de la ville existait. Et une autre zone où on décapitait les condamnés de mort. Et une troisième zone, c'était le palais administratif et le tribunal indigène. Et une quatrième partie, il y avait une poudrière où on gardait en temps de guerre les munitions et en temps de paix les vivres, que ce soit la justice, les problèmes sociaux, les problèmes de guerre, tout était débattu sur le Mamelon. Pour sauvegarder ce patrimoine culturel et valoriser son potentiel touristique, la colline du Mamelon a été rénovée en 2015 par le PACOM, projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Elle abrite dans sa forme actuelle une explanade, un cafétéria, une salle de réunion ou vestibule, un bureau d'accueil, un magasin d'exposition, un bloc latrine, les murets et la clôture. Et la mission culturelle de Sikasso, en collaboration avec la mairie de la commune urbaine, veut entreprendre certaines actions. Nous avions demandé au ministère de la Culture de nous autoriser à prendre soin de ce patrimoine. Et d'abord sécuriser, faire un mur de sécurisation, entreprendre des travaux qui réhabilitent un peu le site. Et tout ce que vous voyez autour du Mamelon et au-dessus du Mamelon, c'est fait par la commune urbaine de Sikasso pour que ça pèse moins sur le budget communal. Nous avons suggéré avec les autres acteurs et comment déléguer la gestion à un opérateur. La population sikassoise accorde une importance capitale à cette colline en tant que symbole de leur identité culturelle et de leur héritage historique. Cependant, il faut déplorer la méconnaissance du site par une grande partie de la jeunesse. Ce qu'il faut, c'est d'abord informer la population par rapport à la richesse culturelle que nous avons ici. Le ministère aussi, à travers la mission culturelle, est en train de voir aussi comment essayer de délimiter et borner, même immatriculer ces sites. Donc ici, il y a aussi, en bas aussi, il y a un mur qu'on appelle mur historique. Donc on a élaboré les termes de référence. Il s'agit maintenant de finaliser ce projet parce que c'est en face de la tribune et maintenant les gens sur la tribune vont être en face de leur histoire. Essayer de faire un plan de gestion et même voir l'ensemble du site
le classer sur la liste du patrimoine mondial. Les efforts de valorisation de la colline du Mamelon de Sikasso sont aujourd'hui liés à un certain nombre de défis, parmi lesquels l'accès à l'eau et la libération des emprises du site, anarchiquement occupées par des marchands. Pourtant, selon la mission culturelle de Sikasso, l'endroit reçoit par an près de 1000 visiteurs locaux et nationaux intéressés par la richesse du patrimoine culturel malien. Culture toujours, cette fois-ci avec la 4e édition du festival Bodogola de Yangasso dans la région de San. Il est initié par Action Jeunesse Association pour l'aide au développement de la commune rurale de Yangasso. Le thème de l'édition 2024 est rôle et responsabilité de la jeunesse dans le changement. On en sait davantage avec nos envoyés spéciaux à Yangasso, Bemba Sibi et Sambou Diakité. Lancement de la 4e édition du festival Bodogola de Yangasso. Le Bodogola signifie en français présenter au marché. Et ici, il s'agit de présenter les jeunes filles chastes en âge de se marier et les jeunes garçons qui sont devenus adultes. C'est surtout une manière de valoriser la bonne éducation qu'ils ont reçue. Il est sans aucun doute une belle initiative qui éternisera nos coutumes et nos traditions aux yeux de la génération actuelle et la génération à venir. Le Bodogola est en dehors de son caractère festif, favorisait beaucoup certaines de nos valeurs et rapports sociaux tels que le respect de nos cultures, la consolidation des liens de fraternité. La tradition du Bodogola amène donc les jeunes, particulièrement les jeunes filles, à se comporter dignement, ceci en se soumettant aux exigences de la société, notamment la chasteté. L'importance accordée à cette valeur culturelle traduit l'euphorie de la population qui est sortie massivement pour cette fête annuelle qui a un impact positif sur l'éducation dans la localité. Nous avons tenu à mettre en valeur cette pratique parce qu'il s'agit d'une bonne pratique ancestrale. Voilà, qu'on avait tendance malheureusement à oublier ou à abandonner. À la première édition, figurez-vous, pour avoir 4 Bodogoladins, c'est-à-dire les jeunes filles et garçons qui étaient présentés, pour avoir 4 filles et garçons, c'était la croix et la bannière. À la date d'aujourd'hui, nous avons une dizaine, parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu limiter ça à 10. Sinon, les candidats, cette année, c'était plus d'une vingtaine. J'ose croire que ce festival sera un véritable facteur de cohésion sociale à l'échelle du cercle de Yangasso, en particulier, et celle de toute la région de San nouvellement créée en général. En apprenant que vous investirez des reliquats, des recettes générées de ce festival au projet de développement de la commune, je ne puisse m'empêcher d'encourager tout regroupement et toute association qui œuvreront dans ce sens. La cérémonie de lancement a été l'occasion de présenter au public les Bodogoladins, filles et garçons. Pour cette 4e édition, il y aura pour les festivaliers une conférence de cadres pour le développement de la localité, en plus des prestations d'artistes, des animations folkloriques et visites touristiques. D'autres échos de ce festival à Bodogola dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Bemba Sibi et Sambou Diakité. L'actualité des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. Tour cycliste du Mali, la dernière étape a été courue cet après-midi. Et oui, elle a été remportée par le capitaine des Aigles du Mali, Yaya Diallo. Il s'impose en 4 heures, 44 minutes et 20 secondes et récupère le maillot jaune détenu depuis la première étape par le Burkinabé Iboudolo Mamadi. L'Ivoirien Issaka Sissé occupe la 2e marche du podium et le Marocain Saber Lassène est 3e. Le jeune coureur malien Tchemoko Diallo s'adjuge les meilleurs points chauds de la compétition. Le résumé de la dernière étape de la 10e édition du Tour cycliste du Mali, c'est avec Mohamed Namakeita et Aruna Diarra. Dimanche, 9h28, température 32 degrés, les vents soufflent à 36 km/h. C'est le moment pour les sous-préfets de Fana, Daïrou Tapili d'agiter les drapeaux noirs et blancs du départ fictif de la 6e et dernière étape du 10e Tour international du Mali. 144 km. Les Maliens Tchemoko Diallo et Yaya Diallo, capitaines, sont respectivement à 41 et 56 secondes du maillot jaune détenu par Mamadi Ilboudo du Burkina Faso. Après 40 km de course,
Le Malien Draman Togola et l'Ivoirien Sindi Ouattara se détachent jusqu'à Bamako. Le capitaine de l'équipe nationale du Mali, Yaya Diallo, l'Ivoirien Isiaka Cissé et le Marocain Saber Laksène se disputent le podium à 1 minute 20 du peloton mené par l'équipe du Burkina. L'Aigle cycliste prend ses responsabilités au 6e et dernier tour d'un circuit de 18 km et remporte d'abord la bataille des 2 points chauds devant un public acquis à sa cause. Au dernier tour, Yaya Diallo sprint plus rapide que l'Ivoirien Isiaka Cissé et le Marocain Saber Laksène franchit la ligne d'arrivée dans une liesse populaire. Il s'adjuge la première place sur le podium avec à la clé les maillots jaunes détenus depuis la première étape par Mamadi Il Boudo du Burkina Faso. Yaya Diallo, vainqueur de la 10e édition du Tour du Mali. Le Mali vient de relever les défis, pas un seul défi, des défis. Les défis de l'organisation et les défis aussi de remporter le trophée. Donc le Mali vient de faire un sac. Ça aussi, c'est notre canne. Vous savez, c'est pas facile d'organiser une compétition et de la remporter. Et je voudrais au nom du ministre en charge des sports féliciter Yaya Diallo et toute l'équipe nationale du Mali, l'équipe cycliste, pour ce sac. Je voudrais aussi leur exprimer toute notre fierté et notre satisfaction. Vous-même, vous l'avez remarqué, du début à la fin, le maillot jaune a été pris et conservé par nos frères du Burkina. Donc c'était un vrai challenge du côté du Mali d'enlever le maillot. Donc ils ont mouillé le maillot, ils ont réussi le pari. Et pendant ces 6 jours, nous avons parcouru 790 km. Ce n'est pas chose facile. Mais au finish, les résultats sont là. Quand on dit au Mali, on pédale et on gagne, voilà une preuve. Ainsi, ces sacres du capitaine des aigles cyclistes Yaya Diallo, son deuxième après celui de 2017, permet au Mali de conserver le trophée après la dernière édition remportée par Isiaka Koulibaly en 2021. Rappelons que le jeune Tchemogo Diallo s'empare du meilleur point chaud. Voilà, donc bravo donc, capitaine des aigles du Mali, Yaya Diallo qui remporte cette compétition et l'Ivoirien, bien sûr, Isiaka Cissé, deuxième. Et Iboudo, donc le Burkinabé qui gardait le maillot jaune. Iboudo, Mamadi, depuis la première étape, eh bien, le capitaine des Aigles a récupéré le maillot jaune aujourd'hui. Et parlons de cette journée du rugby, c'était hier samedi. Et oui, l'objectif de cette journée des amateurs de la balle ovale est de créer un climat de paix et de cohésion sociale. Cette journée était présidée, donc placée sous la présidence du président du comité de normalisation de la Fédération malienne de rugby, Adama Kone. Nous suivons le reportage de Hawa Kamiseko. Cette joie montre que le sport est l'un des meilleurs facteurs de rassemblement. Le rugby malien, après quelques mois de crise, redonne l'espoir aux amoureux de la balle ovale sur le terrain du Real pendant toute une journée. La satisfaction est totale pour le président du comité de normalisation, qui avait pour objectif de rassembler les acteurs du rugby, appelés aussi les sports des vrais garçons. Un sentiment de satisfaction, vous avez vu moi l'enchantement du public aujourd'hui. Vraiment c'est un motif de satisfaction. Mais je reste toujours très prudent parce qu'un travail quand on le commence, tant que ce n'est pas fini, tant qu'il reste quelque chose à faire, rien n'est fait. Nous restons très prudents, nous sommes très satisfaits de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que la querelle qui avait miné la famille du rugby, vraiment cette querelle aujourd'hui elle est en train d'être maîtrisée. C'était le plus important. Des remerciements et encouragements du ministre des Sports en faveur des membres du comité de normalisation pour la bonne marche de leur mission. Je ne pense pas que ce soit les derniers jours du CONOR. Ils doivent finaliser un travail. C'est vrai qu'un grand pas a été fait. Les gens sont prêts, ils se parlent, ils évoluent ensemble. Mais après, il y a des textes à refaire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Des matchs comme le rugby à 7 et le rugby à 15 a été à l'honneur. L'équipe A des hommes en rouge gagne par 37-7 et le rugby à 15 a été dominé par l'équipe B en blanc, 15-0. Cette journée de rugby a été une occasion pour les amoureux de ces sports d'oublier le passé et de se lancer vers le futur, qui sera meilleur selon les athlètes.
Terminons avec des informations relatives au football. En championnat national de Ligue 1, la 30e et dernière journée a démarré cet après-midi. Le match le plus attendu est bien opposé tout à l'heure. Donc, AS Police et ATS de Coro, les policiers ont réussi à se maintenir en s'imposant par le score de 3-0. ATS de Coro est donc la 4e équipe qui accompagne les 3 déjà relégués, à savoir AS Black Star de Badalabougou, le COB et l'USC Kita. C'est par ce même score de 3-0 que Binga FC a battu l'Union sportive du Sac de Kita. Les matchs 11 cratères AS Real de Bamako, Isfas AS Bakaridian de Baraoubli, Doliba AC AS Black Star et IS Bougouni IS Bougouba COB mettront fin au championnat national de Ligue 1 saison 2023-2024. Ces rencontres sont programmées pour ce lundi. Je rappelle que nous n'avons pas les droits des images de ce championnat national de Ligue 1, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Et nous terminons ce journal avec cette triste nouvelle. Nous avons appris ce soir à Bamako le décès de Ahmed Mahadani Diallo, ancien ministre des Suites d'une maladie. Ces obsèques auront lieu demain, lundi 27 mai 2024 à Ségou, à partir de 14h. Paix à son âme. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à toutes et à tous. Et très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.